Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents, notamment au niveau des tâches liées à la vie quotidienne. Aide au repas, aide aux courses, accompagnement véhiculé par exemple. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous avez accès au questionnaire sur le site www.cocoondoré.fr pour transmettre vos questions destinées aux professionnels. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Céline Bourganeuf qui va nous faire découvrir le métier de consultante en lactation. En quoi consiste ce métier et le rôle de la consultante en lactation avant et après l'accouchement. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Céline. Bonjour Cocoon Doré. Bonjour. Alors, je tenais déjà pour commencer à te remercier Céline d'avoir accepté d'être la première professionnelle que je vais interroger sur ce podcast Cocoon Doré. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. C'est gentil. Cocoon Doré, c'est très mignon. Merci beaucoup. Donc Céline, tu es péricultrice, consultante IBCLC et présidente fondatrice de l'association Mammouth. Tu es aussi accompagnante BN et je vais te laisser te présenter, nous expliquer ton parcours professionnel. Alors moi je suis infirmière d'abord, j'ai fait mes études à Necker et j'ai travaillé ensuite en tant que puéricultrice diplômée d'État en réanimation néonatale de niveau 3 à Caen et je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi avec le diplôme de puéricultrice d'accompagner les femmes dans l'allaitement maternel et notamment dans les services de pointe comme la néonatologie où on a des allaitements qui sont compliqués à mettre en place au démarrage puisqu'on a une séparation physique. Donc, je me suis spécialisée en 2015, consultante en lactation, qui est un diplôme international, un diplôme qu'on appelle IBCLC, International Board Consultante en lactation. Ce que je peux dire sur ce diplôme-là, c'est que c'est un diplôme qu'on doit recertifier tous les 5 ans pour pouvoir avoir accès à toutes les dernières données en matière d'allaitement maternel et pour pouvoir garder notre carte de consultante en lactation, ce qui est complètement différent avec une conseillère en allaitement ou en lactation, qui n'ont pas de diplôme justifiant ce label IBCLC et pour lequel une personne, par exemple, qui a fait 3 heures de formation peut devenir conseillère en allaitement. Donc la spécificité qui va pouvoir permettre aux mamans et aux professionnels aussi de pouvoir cibler à la fois leurs demandes pour des futurs patients ou pour les mamans de trouver une personne vraiment qualifiée en termes d'allaitement maternel, ça va être ce diplôme d'IBCLC. En France, en termes de diplôme reconnu, c'est le DIU, que l'on appelle le DIAM, le diplôme universitaire en lactation humaine et allaitement maternel, qui est juste un diplôme universitaire qu'on fait en une fois, avec mémoire, etc., avec des cours, hein, mais qui n'est pas recertifiant chaque 5 ans pour pouvoir prétendre garder ce diplôme-là. C'est un diplôme qui est légèrement différent, puisqu'il n'y a pas toute l'approche accompagnement, l'approche communication et bienveillance dans nos prises en charge de l'allaitement maternel. D'accord. Je fais aussi des conférences et je donne aussi en ligne une formation que j'ai créée moi qui s'appelle Allaitement et spécificité niveau 1 et 2. Ce sont des cours que je donne à la fois sur les spécificités, c'est-à-dire toutes les pathologies liées à l'allaitement, mais on reprend aussi toutes les bases et le démarrage de l'allaitement maternel pour que des professionnels de santé ou des doulas ou des accompagnantes périnatales puissent aborder l'allaitement d'une manière un petit peu plus sereine dans leurs accompagnements avant de renvoyer vers des spécialistes comme des consultantes en lactation. Je suis aussi BN avec Suzanne Colson, qui est le Biological Nurturing, qui est une approche globale de l'allaitement maternel d'un point de vue instinctif, basée surtout sur le confort de la mère et le confort de l'enfant, en prenant plusieurs aspects de formation de Suzanne, notamment la gravité par exemple, qu'elle considère comme un atout pour pouvoir favoriser la mise au sein du bébé. Et je suis également présidente et fondatrice de Mumwood, qui est une association qui regroupe à la fois des professionnels de santé et à la fois des mamans
qui sont, comme moi, convaincus et passionnés par les bienfaits de l'allaitement maternel et pour lequel, pour la deuxième édition, pour ma part, mais première édition pour Memood, euh, je vais créer le Salon de l'allaitement à Nice, qui va se dérouler le 21 octobre 2023, qui va regrouper à la fois l'art et la culture, c'est-à-dire exposition photographique de grands photographes, des stands, des ateliers pour les mamans, de yoga postnatal, de pilates prénatal, d'ateliers sur la diversification menée par l'enfant, de la diversification aussi en termes d'ateliers sur le cercle des femmes, par exemple, on va parler un petit peu du côté féminin sacré. Et de l'autre côté, il va y avoir tout le pôle santé, où il va y avoir des intervenants exceptionnels qui vont venir avec deux très belles conférences, plus un café avec de très belles personnes qui travaillent et œuvrent pour l'allaitement maternel, qui font des documentaires, des livres et des bouquins, etc., qui s'appelle Un café avec, qui sera ouvert à tous les professionnels de santé et également à toutes les mamans et tout grand public. Et ça se finira par une surprise. D'accord. Où est-ce que les parents intéressés peuvent trouver ces informations? Sur mummood.com et en mail sur hello@mummood.com. Et sinon, il suffit aussi de voir sur mes réseaux, retrouver très facilement l'info. Céline, y a-t-il un accompagnement prénatal mis en place par la consultante en lactation pour les mamans qui se posent des questions dès le projet de naissance ou pendant la grossesse? Est-ce qu'elles doivent allaiter, pas allaiter? Pour les parents aussi qui ont eu déjà une expérience négative. Alors pour moi, depuis plusieurs années maintenant, ça fait 20 ans que je travaille, mais depuis à peu près 5 ans que je suis en cabinet, je travaille de plus en plus avec les mamans en prénatal. Pour moi, c'est important que les mamans puissent arriver à la maternité et ou dans la période d'accouchement avec des bagages en termes d'allaitement maternel, de connaître un minimum sur l'anatomie et la physiologie de la lactation pour qu'elles puissent elles-mêmes faire leur choix, d'abord, de savoir est-ce qu'elles souhaitent allaiter ou pas, et ensuite de la manière dont elles vont mener leur allaitement, de savoir ce dont elles ont besoin, ce qui leur permettra d'arriver à leurs objectifs de base et de ne pas se laisser non plus influencer par la société, notamment en France, où le pourcentage d'allaitement est quand même en dessous de 70% à la naissance, ce qui est très peu si on regarde par rapport à la Suisse ou à la Suède, où on est plutôt sur du 90-99% d'allaitement en péri-natal, j'ai envie de dire, dans les 3-4 jours qui suivent la naissance. Donc la consultante en lactation a son rôle en prénatal. Moi, j'aime beaucoup voir les mamans avant 36 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à peu près entre le 6 et 7e mois, puisqu'elles sont pas encore tout à fait dans leur bulle de l'accouchement, et elles ont toutes les capacités de pouvoir commencer à lire et s'intéresser sur vraiment comment elles veulent elles-mêmes créer leur allaitement, parce que chaque personne égale un allaitement différent. Alors du coup, la maman qui a eu une expérience, qui connaît déjà l'allaitement, mais qui a une expérience négative. J'ai des mamans dans mon cabinet, effectivement, comme tu le dis très bien, qui ont deuxième, troisième, voire quatrième enfant et que je vois à ce niveau-là sur des expériences difficiles. Moi, je vais leur apporter donc cette anatomie physiologie pour qu'elles puissent comprendre le pourquoi ça n'a pas fonctionné pour les précédents allaitements et également un gros travail sur la confiance en elles et leur façon à elles de pouvoir se protéger aussi du monde médical parfois ou de la vie sociétale qui vont lui dire, par exemple, 15 minutes sur chaque sein, toutes les 3 heures. Ce qui correspond à une théorie qui, en pratique, n'est pas du tout possible. On a des bébés qui vont avec des pathologies spécifiques avoir besoin de téter de manière fréquente, des petites quantités, et d'autres pour lesquels ils vont avoir une maman avec une hyperlactation, où on va avoir un bébé qui va manger extrêmement sur une tétée et qui va dormir 3-4 heures. Donc on va pas celui-là le réveiller, et au contraire, celui qui va manger en fractionné, on va lui laisser la possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'allaitement à la demande. Après l'accouchement, Céline, est-ce qu'il y a des parents qui ont ce désir d'allaiter et après avoir mis le bébé au monde, la lactation ne se met pas en place, ne se fait pas? Oui, il y a plusieurs raisons. La plus grande des raisons, souvent, c'est les césariennes d'urgence sous anesthésie générale, néonatologie, où on reparlera certainement plus tard. Il y a rarement, là je pense que c'est important de le dire, il y a à peine 4% de la population mondiale qui ne peut pas allaiter pour des raisons médicales, qui sont par exemple un déficit en prolactine, qui est la plupart du temps lié à un adénome, c'est-à-dire un cancer, hein. Ça a été vu en anténatal la plupart du temps, donc on sait aussi que c'est des mamans qui vont avoir des difficultés dans la production du lait maternel. On a aussi des mamans pour lesquelles elles ont subi très précocement une chirurgie mammaire
avec une destruction partielle et ou totale de la glande mammaire, pour lequel les mises en place de l'allaitement maternel pourront être difficiles. Il peut y avoir aussi des anomalies et des pathologies chez l'enfant qui vont faire que l'allaitement va être difficile à se mettre en place. Quoi qu'il en soit, et je pense que ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que quoi qu'il en soit, tout est possible. Même si on a un adénome ou un déficit en prolactine, on peut aussi, par des traitements, trouver la possibilité d'avoir un taux de prolactine légèrement plus élevé. Peut-être qu'on n'aura pas un allaitement maternel exclusif, mais on aura quand même les bienfaits d'un certain pourcentage de lait maternel absorbé par l'enfant. De la même manière que si on a des pathologies chez l'enfant, on va pouvoir, par d'autres alternatives, malgré tout, lui donner du lait maternel, même si la mise au sein est compliquée. D'accord. Donc, on peut te contacter pour la mise en sein après une césarienne. Bien sûr, j'ai même envie de dire, pour l'avoir vécu moi personnellement et avoir travaillé 10 ans en néonatologie, césarienne et situations d'urgence sont un petit peu mes domaines de prédilection sur lesquels j'ai déjà accompagné 10 ans avant de passer en cabinet en milieu hospitalier et en néonatologie. Pour une maman qui souhaite adapter l'allaitement pour son bébé qui est en service néonatologie, est-ce que tu interviens? Est-ce que tu es habilité à accompagner les parents dans les établissements hospitaliers? Bien sûr qu'on est habilité et on est même, j'ai envie de dire, aujourd'hui en quête de pouvoir mettre des consultantes dans chacune des maternités hospitalières. Là, j'ai été demandée pour un hôpital sur Nice pour pouvoir faire des vacations, pouvoir avoir des temps de présence vraiment avec des spécialistes, comme on peut avoir des ostéopathes par exemple qui viennent, une consultante en lactation qui puisse venir faire un point, soit en prénatal aussi pour les mamans qui sont en train d'accoucher ou en menace d'accouchement prématuré, et également dans des mises en place difficiles dès la maternité pour éviter de laisser passer du temps, des heures, des jours avec la plupart du temps de la douleur. Question plus technique, Céline, sans aller trop loin dans les détails, peux-tu nous confirmer que tu interviens bien sur les mots suivants, mastite inflammatoire, engorgement par exemple, Bien sûr. et donner ton rôle? Bien sûr. Alors, on va peut-être juste donner un petit peu les différences. Dans l'engorgement, il y a deux types d'engorgement. Il y a l'engorgement dit physiologique, il y a un engorgement qui va se créer à peu près au troisième jour, là où la montée laiteuse va se faire, donc après la phase colostrale, ça s'appelle dans notre jargon. On va avoir un engorgement physiologique. L'engorgement, c'est quoi? C'est un phénomène inflammatoire local. Par une surexcitation cellulaire, on va créer plus de lait pour faire cette montée laiteuse. De manière physiologique, c'est complètement normal. Par contre, ça crée des douleurs, l'inflammation peut boucher certains canaux, faire très mal et avoir un drainage du lait plus compliqué, ce qui va créer des complications à cet engorgement physiologique, que l'on va parler un tout petit peu juste après. La consultante en lactation, déjà, va s'assurer que le bébé tète de manière efficace, elle va s'assurer également que le drainage se fait bien et que la maman va pouvoir d'une manière naturelle faire une compression mammaire, par exemple, pour aller exprimer, drainer des zones un petit peu plus sensibles, un peu plus inflammatoires pour lesquelles le lait s'est accumulé. L'objectif de cette consultation va être préventif pour éviter d'autres pathologies et un engrenage comme la mastite et mastite inflammatoire. Donc cet engorgement-là est physiologique. Ensuite, si on veut parler mastite, il y a avant la mastite un engorgement. Ce phénomène inflammatoire qui est là par une surexcitation cellulaire, soit lié à une stagnation de lait, par exemple une maman qui ne peut pas allaiter pour X raisons au-delà de 4, 5, 6 heures, et qui va créer un engorgement sur une inflammation puisque les cellules ne peuvent pas être drainées et vidangées de lait maternel, donc il va y avoir un phénomène inflammatoire qui est dans le côté physiologique surtout nécessaire. C'est un warning, une alarme pour montrer à notre corps qu'il y a un problème. Problème pas grave, mais un problème de la même manière que quand on va se faire un choc, on va avoir une réaction inflammatoire, ou quand il va y avoir un moustique qui va nous piquer, on va avoir une réaction inflammatoire qui va nous montrer qu'on a été piqué ici, qu'il faut qu'on surveille et qu'on reste vigilant par rapport à cette zone-là qui a été abîmée. L'engorgement, c'est exactement la même chose. C'est pas une zone abîmée, mais c'est une zone qui est en travail de manière intense. Et donc il faut qu'on garde un œil dessus. Donc soit on arrive à drainer, soit on arrive à donner des tips assez classiques pour pouvoir réguler cet engorgement, notamment la stimulation fréquente par le bébé pour pouvoir drainer de manière naturelle. Si c'est pas le cas, on va passer sur une mastite non inflammatoire. C'est pas possible. J'entends des fois dans ces discours-là. Par contre, la mastite, elle est soit inflammatoire, c'est-à-dire qu'on est en une phase plus aiguë de l'engorgement. On a vraiment une inflammation sévère avec parfois un drainage très difficile, de la douleur, rougeur, chaleur, voire même un syndrome
pseudo-grippal chez la mère, avec des courbatures et une maman qui est extrêmement fatiguée, du lait qui s'évacue pas et un bébé qui n'arrive pas à téter. Donc là, on est sur un mastite inflammatoire. Et on a, si vraiment ça passe pas, une mastite dite infectieuse. C'est-à-dire que au-delà de la stase et de la stagnation du lait maternel, on a en plus une bactérie qui est venue nous embêter, ou un champignon aussi, mais qui est venu nous embêter et qui est venu infecter la zone, donc le sein. J'entends des parents qui n'ont pas pu mettre en place l'allaitement parce que frein de langue du bébé. Chaque fois qu'il y a un frein de langue, ça empêche l'allaitement vraiment. Absolument pas. Alors, il y a plusieurs types de freins de langue. On a tous un frein de langue, mais il est plus ou moins restrictif. Il y a plusieurs stades, 4 stades, qui vont montrer plutôt le positionnement du frein sur la langue, qui va être plus ou moins délétère dans une succion optimale pour le bébé. Mais le frein de langue, même s'il est dans un stade élevé avec une restriction sévère, n'empêchera pas l'allaitement maternel. Il y a d'autres alternatives. Il y a parfois de manière transitoire des bouts de sein en silicone qui peuvent aussi aider pour que la mère n'ait pas mal. On va pouvoir aussi faire des tétées très courtes et très fractionnées, pas fatiguer la langue et la fonctionnalité de la langue du bébé, parce qu'un frein de langue va entraîner une ankylosing, des tensions au niveau de la mâchoire, etc. Mais dire qu'un allaitement n'est pas possible parce que mon bébé avait un frein de langue, non. Par contre, si on n'est pas accompagné et qu'on n'a pas ces éléments-là, par exemple des tétées courtes, fréquentes, etc., et qu'on fait du 15 minutes toutes les 3-4 heures, on va avoir un bébé qui va maigrir, on va avoir un bébé qui va pas suffisamment stimuler la lactation à la fois en quantité de lait par chaque tétée, puisque la succion est moins bonne, la capacité musculaire de pouvoir drainer le lait va être peu optimale, et on a surtout un bébé qui va pas téter suffisamment pour se nourrir. Donc effectivement, la fin de l'histoire, c'est l'échec de l'allaitement, mais qui n'est pas lié au frein de langue restrictif, mais à l'accompagnement qui n'a pas été adapté à un bébé avec un frein de langue restrictif. Tu es habilité à informer les parents, notamment les mamans qui allaitent, sur les droits, les possibilités en tant que salarié, employeur, peut-être même auto-entrepreneur, lors de la reprise du travail après un congé parental. Oui, bien sûr. Moi, mon travail, il est, comme on l'a dit au démarrage, du prénatal et il va jusqu'au sevrage de l'enfant. Donc, dans toutes ces étapes-là, moi, je vais voir les parents. Alors, des fois, avec une seule consultation, ça peut très bien fonctionner. Si, par exemple, une mastite aiguë avec un bon accompagnement, on peut se revoir peut-être une deuxième fois pour avoir la confirmation qu'il n'y a plus de mastite. Mais ça peut aller d'une consultation à, j'ai des mamans parfois qui ont 10 consultations avec moi parce qu'on a eu une consultation prénatale, parce qu'on a eu une consultation de réassurance à la naissance, parce qu'on a eu une consultation sur la diversification, on a une consultation sur le sommeil et on va avoir une reprise du travail et donc elles vont faire appel à une consultante en lactation pour savoir comment mettre en place une reprise du travail et poursuivre l'allaitement maternel d'un point de vue euh, pratique, pratico-pratique, mais aussi d'un point de vue législatif et théorique. C'est-à-dire qu'il y a des lois et des articles qui régissent aussi nos capacités à pouvoir allaiter dans nos milieux professionnels. Dans nos entreprises en France, on a la possibilité de pouvoir avoir des temps d'allaitement, soit 1 heure de pause d'allaitement, plus ou moins rémunérée. Quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui rémunèrent et qui se donnent cette possibilité de pouvoir rémunérer les mamans qui allaitent, et d'autres qui ne le souhaitent pas. Donc ça, on ne peut pas avoir une obligation de rémunération sur ce temps d'allaitement, mais par contre, on a l'obligation d'avoir un temps d'allaitement d'1 heure ou de 2 fois 30 minutes. Alors, c'est souvent écrit tout en petit, en fonction des conventions de l'entreprise, etc. Ça reste un droit français, ça reste aussi un droit des femmes, et moi, mon travail aussi, c'est de les protéger de, du gouffre dans lequel on peut être parfois, et des pressions internes professionnelles et des entreprises pour leur dire c'est un droit, vous avez le droit, et on va faire ensemble les démarches pour que ça puisse se mettre en place. D'accord, j'entends. Tu fais avec elles les démarches, Bien du sûr, coup, ça qu'il m'arrive faut. des fois d'appeler les entreprises, ça m'arrive aussi de voir avec les mamans dans quelle mesure on peut arriver à trouver des conventions. Parfois, c'est aussi les aider à accepter de gagner moins et de partir sur un temps partiel parce que c'est compliqué ou parce que l'enfant est très petit, et de se dire on peut démarrer, ok, votre patron vous demande absolument de reprendre le travail, mais on peut peut-être négocier 3 mois à 80% avant de reprendre sur un 100% pour pouvoir avoir justement du temps d'allaitement à la fois au travail et en même temps de maintenir une lactation à la maison sans être fatigué et faire du 8h-20h par exemple. Je trouve ça très intéressant parce que j'aurais aimé savoir ça. Je ne pensais pas que j'aurais pu mettre ça en place. J'étais pas assez accompagnée pour ça. Donc, je trouve ça très enrichissant, ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que toi, t'as arrêté ton allaitement à la reprise du travail? Et j'ai arrêté d'allaiter, oui, à la reprise du travail.
parce que c'était trop compliqué, qu'il fallait que je le mette en crèche et j'avais pas les informations. Et puis j'ai essayé de tirer mon lait et ça fonctionnait pas tant que ça. C'est pareil, le tire-allaitement ou l'allaitement et le tire-lait, par exemple, pour une reprise du travail, si on n'a pas un bon tire-lait, si on n'a pas la bonne taille de la tétrelle et qu'on n'a pas essayé un petit peu avant et d'être complètement à l'aise, c'est compliqué de reprendre le travail avec un allaitement si on n'est pas soutenu et protégé dans notre capacité de pouvoir maintenir une lactation. Aujourd'hui, honnêtement, moi, ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 5 ans que je suis en cabinet et aujourd'hui, il y a des perles de tire-lait qui sont complètement invisibles sous le soutien-gorge, qui sont connectées avec des applications sur le téléphone où on allume, on éteint avec le téléphone, c'est-à-dire qu'on peut être en réunion, avoir une blouse ou avoir un grand gilet et placer sous le soutien-gorge le kit de tirage de lait avec zéro pile, enfin avec des piles, mais avec zéro secteur, etc. Sans bruit, et les mamans arrivent à tirer leur lait comme ça sur la journée. Donc même si on a un milieu hostile, il y a toujours la possibilité de pouvoir tirer son lait. En adaptant le tire-lait, en adaptant la prise du sein aussi à la maison pour pouvoir aussi avoir du temps, parce qu'il y a des mamans qui disent moi sur mon lieu de travail je ne pourrais le faire réellement qu'une fois. Dans ces cas-là, on va travailler un petit peu en amont pour qu'elle soit pas en engorgement, ce qu'on a expliqué juste avant, pendant les 2-3 dernières heures avant qu'elle puisse tirer son lait. Alors de plus en plus, on intervient aussi dans les crèches et au niveau des assistantes maternelles aussi, pour pouvoir justement expliquer les modes de conservation et les modes d'alimentation, comment donner du lait maternel par exemple à un enfant qui est exclusivement allaité, et on leur donne nos coordonnées. C'est-à-dire que maintenant, dans les crèches et dans les groupes d'assistantes maternelles, on arrive quand même à avoir une information qui circule. On a beaucoup évolué, il y a encore du travail, mais on a quand même aussi beaucoup évolué pour que le lait maternel puisse rentrer dans les crèches, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Ouais, c'est ce que je constate. On va reprendre les questions données par les parents. Sur des questions un peu plus sensibles, une maman qui subit un cancer du sein, qui souhaite mettre en place un allaitement pour son premier enfant, mais qui a subi un cancer du sein plus jeune, qui est effrayée par ça, est-ce qu'elle peut venir te contacter? Est-ce qu'elle peut en discuter avec toi? Est-ce que tu travailles avec des oncologues, par exemple? Bien sûr. On a un réseau et je pense qu'une bonne consultante en lactation, c'est une consultante qui travaille en réseau. En réseau, c'est à la fois avec des ostéopathes, à la fois avec des ORL, à la fois avec des diététiciennes, à la fois avec des psychologues, à la fois avec des oncologues. C'est, j'ai envie de dire, la base du métier de professionnel de santé. Si on travaille seul, on n'y arrivera pas. Et avec les oncologues, je parle aussi, on peut parler aussi des prothèses mammaires, hein, par exemple. Ça m'arrive aussi parfois d'appeler le gynéco ou la personne qui a pris en charge cette maman-là et d'avoir les comptes rendus, par exemple, des opérations quand il y a une difficulté dans la mise en place de l'allaitement. Pour revenir au sujet de base sur le cancer du sein, qui est quand même encore PO en France, pas en France, dans le monde, j'ai envie de dire, même s'il y a de la prévention, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le cancer du sein n'enlève en rien la possibilité de pouvoir allaiter. Ça, c'est clair. Par contre, en fonction de la chimiothérapie, en fonction de la chirurgie de la mère, je pense à une ablation partielle ou totale du sein, par exemple, va amener à un allaitement qui va être différent. Mais on peut aussi très bien allaiter qu'avec un sein ou avec une chirurgie partielle des deux seins. Tout est possible. Plus on est à distance des chirurgies, que ce soit de la chirurgie mammaire pour reconstruction ou de la chirurgie mammaire pour réduction ou augmentation, plus on va être à distance de la chirurgie mammaire, plus on a une capacité d'allaitement qui va être réussie. Il faut savoir aussi que dans toute chirurgie, j'ai beaucoup de mamans pour lesquelles ça fonctionne, et quasiment en exclusif pour beaucoup d'entre elles. Pour certains professionnels autour de la périnatalité ou postpartum, comme la doula, à qui je pense, c'est compliqué d'avoir ce réseau-là avec les professionnels de santé. C'est pas du tout ton cas. Non, c'est pas du tout mon cas parce que, alors là, en plus, tu prends l'exemple sur lequel moi je suis aussi doula. Oui. Mais comme avec toi, Michel, l'objectif pour moi, c'est d'ouvrir en fait les perspectives aux mamans de pouvoir avoir accès à l'information. Le podcast, la consultante en lactation, mais aussi le pédiatre, la sage-femme avec qui je travaille, la doula. La doula, c'est la personne pour laquelle elle va pouvoir rapidement répondre déjà à la première urgence de la mère. Moi, si je suis en consultation toute la journée, que la maman m'appelle le matin et me dit j'ai accouché cette nuit, c'est déjà très compliqué, je vais pouvoir venir après mes consultations. Ça va pas être, c'est pas une, j'ai certaines urgences, mais celle-ci ne va pas être une urgence. La doula peut avoir déjà répondu à quelques questions, apaiser, sécuriser, protéger l'allaitement par rapport à une équipe parfois un petit peu plus invasive, avec plus de stress autour d'une perte de poids chez le bébé, etc. Donc la doula, elle va être là, j'ai envie de dire, en premier pansement.
avant qu'il y ait un spécialiste de la lactation. De la même manière qu'on va voir son médecin généraliste qui ensuite nous envoie vers un médecin spécialisé. Et c'est important d'aller voir un consultant en lactation quand on a un problème d'allaitement. On va pas voir un dentiste quand on a un Oui, problème de pied. bien sûr. Pour une maman qui a vécu un deuil périnatal et qui a une montée de lait suite à son accouchement, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu interviens aussi? Bien sûr. J'essaie déjà de voir si elle a un soutien au niveau de la famille, un soutien psychologique parfois aussi, parce que le deuil périnatal, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Moi, d'un point de vue accompagnement, je suis là aussi pour essayer d'expliquer que son corps, malgré le décès de l'enfant, va poursuivre ses mouvements et ses sécrétions hormonales liées à la naissance, peu importe le type de naissance, mais se dire aussi que c'est normal. Et l'objectif, c'est pas de tout couper tout de suite, mais c'est de laisser aussi faire la nature et de se dire que s'il n'y a pas stimulation, la lactation va s'arrêter. Mais accepter que ça peut encore un peu couler, qu'on peut aussi avoir des engorgements physiologiques, et tout est dit physiologique, c'est-à-dire que la physiologie va malgré tout être présente. Donc l'aider à l'accompagner, à accepter la physiologie euh, du deuil et de la lactation qui va mettre aussi son temps pour s'arrêter de manière naturelle. On peut donc s'entretenir avec toi pour lors d'une montée de lait involontaire ou pour celles aussi qui n'ont pas fait le choix de l'allaitement, Bien sûr, bien sûr, pour accompagner au sevrage du coup. bien sûr. J'accompagne aussi des mamans pour lesquelles l'alimentation, d'un point de vue général, est compliquée. Même si c'est pas un allaitement, j'accompagne aussi les mamans dans la mise en place d'une alimentation équilibrée pour l'enfant. D'accord. Est-ce que lors de ta formation, je reprends un peu au départ, vous êtes sensibilisé au niveau du deuil Bien périnatal? sûr, bien D'accord. sûr. On a tout un volet et un module sur le deuil périnatal et sur cet accompagnement sensible. Sensible parce qu'on est sur une fragilité naturelle, physiologique, psychologique, des mouvements hormonaux qui se font par la grossesse et l'accouchement qui en plus vient être sublimé par le deuil et par les émotions de tristesse, de colère, d'injustice qui sont présents, parfois beaucoup plus intenses et vécus chez les mamans de manière beaucoup plus intense parce qu'on est dans une fragilité, dans une mouvance hormonale qui parfois nous fait perdre pied. Alors j'ai envie de dire, une maman qui vit un deuil périnatal, c'est assez important pour elle qu'elle aille consulter du coup une consultante en lactation par rapport, comme tu disais, à son corps qui va continuer à se développer, à ses hormones qui vont continuer à évoluer. Tout à fait, tout à fait. Et dans le deuil périnatal, il y a aussi ce qui passe souvent inaperçu et qu'on appelle très gentiment le baby blues, mais qui quand même en termes de pourcentage, on a quand même beaucoup de mamans qui font des dépressions postpartum. Et le deuil périnatal aussi est un élément à prendre en compte et à surveiller chez les mamans qui ont un deuil périnatal. Il y a une dépression du postpartum. C'est pas parce que l'enfant n'est pas là qu'on ne peut pas faire une dépression du postpartum. J'ai même envie de dire, elles sont encore plus sujettes et à risque de faire une dépression du postpartum. Mm. Peut-on allaiter quand on adopte Bien un enfant? sûr. En fait, l'objectif, encore une fois, c'est de comprendre cette fameuse anatomie physiologique et d'aller stimuler les bonnes hormones pour pouvoir créer une production, ce qu'on appelle une lactation induite. C'est-à-dire qu'on va induire, alors j'aime pas dire faire croire parce que le corps n'est pas fou, hein, mais on va stimuler le corps de la même manière que ça serait possible qu'un enfant puisse le faire pour pouvoir monter le taux hormonal de prolactine pour pouvoir produire à la fin ce fameux liquide gold du colostrum et puis du lait maternel. Si on n'a pas d'antécédents et de pathologies vraiment spécifiques, très rares, pour pouvoir mettre en place une lactation induite, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est effectivement, ça demande de la rigueur, ça demande des stimulations fréquentes, très très fréquentes, et puis, qui dit allaitement dit prolactine, mais qui dit aussi, surtout, ocytocine, cette hormone du plaisir et cette hormone de l'amour, il faut que ce soit en accord avec le coparent pour que cette lactation induite puisse se mettre en place. Y a-t-il des pères qui te consultent afin d'avoir des informations sur leur rôle pendant l'allaitement? Alors, si on fait des petites statistiques sur mes 50 cabinets, parce que à l'hôpital c'est différent, mais mes 50 cabinets, je pense que si j'avais 3 pères par an qui venaient avec leur conjointe, c'était déjà le bout du monde. Aujourd'hui, j'en ai au moins 2 par mois sur Waouh. l'ensemble de mes consultations. Alors ça peut paraître peu, mais voilà, j'ai quasiment multiplié par 10 le nombre de pères qui viennent en consultation, qui s'intéressent et qui ont compris l'importance de protéger leurs femmes aussi.
dans l'allaitement maternel, de pouvoir les aider au mieux. Et ça, je trouve ça mais plus que magique. Je n'ai pas aujourd'hui eu de consultation que de pères pour l'allaitement maternel. Mais j'ai beaucoup de papas qui viennent de plus en plus pour les consultations avec leurs femmes en prénatal et en postnatal. Et même pour un sevrage. J'ai une petite fille la semaine dernière de 21 mois qui est venue pour un sevrage de l'allaitement maternel et le père est venu parce que c'est très très compliqué pour la maman d'arrêter l'allaitement et donc le père avait besoin d'aide pour soutenir sa femme dans ses choix. Et je les invite à venir, souvent je les félicite d'être présents et d'avoir pris le temps et souvent ils ont pris aussi une après-midi de congé pour accompagner leur femme et ça c'est magique et on les oublie pas ces papas-là et c'est ce que j'ai posté il y a pas très longtemps sur les réseaux mais c'est 50% de la réussite dans l'allaitement maternel la place du père. C'est un village dans l'allaitement maternel donc il y a tous les pères sur lesquels on a besoin et ça peut être le coparent et ça peut être aussi la voisine, la sœur, la tante, la meilleure amie, la collègue, qui peuvent aussi être là pour les accompagner. Et j'ai aussi de plus en plus des sœurs, des grands-mères qui viennent aussi aux consultations pour aider leurs filles, leurs belles-filles, parfois aussi. Est-ce que tu fais des accompagnements à distance? Oui, de plus en plus avec le Covid, comme tout le monde. Mais par exemple, quand il n'y a pas de difficulté mécanique sur la succion chez l'enfant, il y a beaucoup de choses. L'engorgement, par exemple, typiquement, si j'arrive en visio à voir l'ampleur de l'engorgement et à diagnostiquer si c'est plutôt engorgement ou mastite, on va pouvoir largement travailler à distance. En prénatal, je travaille en distanciel sans aucun problème. Sevrage, aucun problème. Diversification alimentaire, aucun problème. Tout est possible. Tout est possible. Quand on est sur une consultation en distanciel, s'il y a un problème mécanique, que je ne peux pas être sur place, dans ces cas-là, soit je renvoie vers une consultante en lactation collègue à moi, ou alors sur des spécialistes ORL dans la région, dans la ville ou dans le pays dans lequel la maman est. IBCLC, c'est un diplôme international, Oui, donc on est répertorié, donc il est assez facile de pouvoir retrouver et dire aux mamans, allez sur le site de la FCL par exemple, pouvoir justement répertorier tout l'ensemble des consultantes en lactation d'un point de vue national, régional et international. d'accord. C'est intéressant du coup de parler plusieurs langues. Tout à fait. Mm. T'en parles combien? Deux. Oui, Mm. mais mon anglais n'est pas very well. En moyenne, combien coûte une consultation? En France, Oui, en France. on est à peu près entre 50 € et 120 €. D'accord. Tout dépend le professionnel. Tout dépend du professionnel et tout dépend aussi. Moi, je sais qu'au départ, j'ai démarré mes consultations un peu moins chères et aujourd'hui, j'ai de plus en plus de cordes à mon arc. Et donc, ça a aussi cet avantage-là, c'est-à-dire qu'une maman qui vient pour un problème d'allaitement, on peut aussi faire du portage. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais je suis formée aussi sur le portage physiologique des bébés. On peut parler aussi un peu du sommeil, etc. Donc, c'est des consultations qui sont quand même très complètes. Oui. Et on a sur les diplômes de consultante en lactation, on peut aussi avoir des personnes qui ne sont pas professionnels de santé, qui peuvent avoir ce diplôme. Alors il y a des heures à valider, il y a des modules à valider, etc., mais qui n'ont pas forcément cette expérience que moi je peux avoir aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, donc il y a quand même plusieurs choses qui se passent dans une consultation, et c'est pas juste une consultation à l'allaitement. Et souvent, les mamans, c'est ce qu'elles disent, je pensais pas qu'on allait aborder tous ces sujets. C'est ça, derrière l'allaitement, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. Est-ce qu'il y a des aides pour financer ces consultations? Alors pareil, quand j'ai démarré, il y avait quasiment pas de mutuelle. Alors la sécurité sociale française ne rembourse aucune des consultations par une consultante en lactation. Contrairement à la Suisse, par exemple, où il y a 5 consultations remboursées par la sécurité sociale et les mères sont libres de les prendre en prénatal ou en postnatal. Nous, en France, c'est absolument pas le cas encore en France. Et il y a depuis quelques années quelques mutuelles, certaines mutuelles pour lesquelles elles remboursent soit l'intégralité, soit une partie de la consultation. Donc moi, souvent les mamans, quand elles me demandent, je leur dis sécurité sociale, c'est sûr que non. Pour les mutuelles, il faut voir avec le forfait qu'elles ont au niveau de leur mutuelle. Ça passe souvent sur diététique, nutrition, parce qu'on reste quand même sur l'alimentation du bébé et aussi la nutrition de la mère. Comment on peut choisir sa consultante en lactation? Est-ce que tu as des petites choses que tu peux nous dire, s'assurer de ses compétences? Soit le DU de lactation humaine, soit le diplôme de consultante en lactation et pas conseillère. Hein. Là, je pense que c'est important de le répéter, mais on peut avoir fait 3 jours de formation et se dire conseillère en allaitement. On peut être accompagnatrice à l'allaitement, mais on ne sera pas consultante en lactation. Donc c'est une année d'études spécialisées sur la lactation, un mémoire et surtout un diplôme qui n'est pas très évident à avoir honnêtement et qui doit en plus être recertifié tous les 5 ans.
Donc pour une maman qui souhaite être renseignée de manière vraiment pointue sur l'allaitement, ça va être une IBCLC ou au minimum un DU de lactation unique. Combien en moyenne par ton expérience y a-t-il besoin de consultation pour répondre à une demande? Des fois, en une consultation, le problème est réglé. Et il y a des mamans pour lesquelles elles vont m'accompagner, enfin, je vais les accompagner, on s'accompagne dans la poursuite de l'évolution de leur bébé. Ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 consultations parfois, parce qu'on a parlé d'une consultation au démarrage. Ensuite, on est parti sur la diversification alimentaire, le sommeil. On peut aussi partir justement sur la reprise du travail et finir par un sevrage, ce qui peut amener à avoir plusieurs consultations. Sans parler des pathologies, des abcès ou des engorgements à répétition, où là, effectivement, on va se voir plus régulièrement pour essayer de comprendre le cœur du problème et pour pouvoir trouver des solutions ensemble. L'avantage des consultations avec une consultante en lactation, en tout cas pour les miennes, c'est que moi, je ne marche pas en forfait, je marche vraiment en fonction des besoins de la maman et elle est libre de pouvoir choisir si elle prend ou pas une seconde consultation. Ces mutuelles dont tu parles remboursent chaque consultation ou il y a un forfait spécial? C'est comme les ostéos, il y a un forfait. D'accord. Et ça dépend des mutuelles, mais elles peuvent rembourser par exemple 2 ou 3 ou 4 sur l'année. Céline, qu'est-ce que tu peux dire aux mamans qui nous écoutent aujourd'hui? Aujourd'hui, la seule chose qui est la plus importante, c'est qu'elles puissent trouver elles-mêmes leurs informations, qu'elles puissent être en confiance, qu'elles puissent trouver une personne de référence. Souvent, c'est ce que je dis aux mamans en prénatal. Une personne de confiance, une personne de référence, c'est pas forcément son conjoint pour le coup, parce que parfois dans la douleur, le père PNIR va parfois être submergé par la douleur et va dire à la maman ou à la femme allaitante d'arrêter parce que la douleur est insupportable. Mais d'avoir une personne de référence, c'est quelqu'un qui a déjà connu, par exemple, une expérience, quelqu'un en qui on a confiance. C'est pas une consultante en lactation, parce que la consultante en lactation, globalement, de 20h à 8h, elle est pas disponible, mais quelqu'un sur lequel on sait qu'à 3h du matin, si on a mal et si ça va pas, on va pouvoir appeler. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire aux femmes. Ensuite, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Alors, c'est le mot lâcher prise, etc. C'est vachement à la mode. Mais c'est juste que être à l'écoute de son corps. À l'écoute de son corps, si on prend, par exemple, l'engorgement physiologique, notre corps nous parle. Faut surtout pas essayer de mettre des médicaments absolument pour arrêter le lait, pour arrêter l'engorgement, etc. Faut essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là et comment on va pouvoir trouver des solutions ensemble et trouver un réseau adapté avant la naissance pour pouvoir se dire voilà, si j'ai un problème de lactation, je peux compter sur telle personne et telle personne. Telle personne, ça va être la personne de référence que je peux appeler à 3h du matin, et l'autre telle personne, ça va être le professionnel de santé que je vais pouvoir rencontrer, revoir, voir, pour pouvoir travailler sur les problématiques rencontrées. Et qu'est-ce que tu peux dire aussi donc aux parents ou aux papas qui nous écoutent aussi? Pour les papas, j'ai envie de dire, venez en consultation, vraiment, pour comprendre un petit peu le mécanisme, ce qui se passe, le chamboulement hormonal aussi chez la maman, les étapes potentielles aussi qu'elle va pouvoir rencontrer, et venez aussi pour pouvoir trouver, parce que souvent les papas disent, je sais pas quelle place je vais avoir dans l'allaitement, mais en fait on a tellement besoin de remettre un oreiller, de nous apporter un verre d'eau, de pouvoir simplement rassurer sur le fait que tout va bien. Donc un papa qui sait que par exemple un allaitement fonctionne bien, non pas par le poids, mais simplement par une couche mouillée régulièrement, et des selles de manière régulière, de telle couleur, jaune, dorée, granuleuse pour pas le citer, va pouvoir aussi sécuriser et rassurer la mère au quotidien. Et ça, ça n'a pas de prix. Merci Céline d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous pouvez retrouver Céline Bourganeuf dans son cabinet situé à Nice. Prendre contact avec elle sur ses réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Merci Michel. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.